Le grand dialogue. Sikikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi. Halud Maudi. Cheniberi. Sikikafoba. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de la mauvaise gouvernance à la démission. Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé mercredi soir, 14 février, sa démission avec effet immédiat. Cela fait suite à la motion de défiance lancée contre lui par son propre parti, ANC, une situation qui laisse les dirigeants africains perplexes. Une démission inattendue venant d'un président africain. La question que l'on se pose ici, le scénario est-il possible au Mali? Pour débattre de cela, nos invités sur ce plateau, Étienne Fakaba Sissoko, chercheur au CRAPES, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, juriste, Dr Ali Tunkara, sociologue. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Sissoko. Le cas sud-africain est-il possible au Mali? Très sincèrement, je ne le pense pas parce que il y a bon nombre de critères qu'il aurait fallu mettre en place dans notre pays pour que cela puisse se faire. D'abord, la particularité du cas sud-africain, c'est que vous avez un homme aujourd'hui qui est au même pied d'égalité que les militants de son parti. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes issu certes d'un parti politique, mais vous devez rendre compte à ce parti politique-là et non l'inverse. Or, dans notre pays, c'est le parti qui doit rendre compte au président de la République qui pourtant l'a mis au pouvoir. Et deuxième élément également, c'est que lorsque vous êtes au Mali, ce n'est pas forcément une formation politique qui vous conduit à la victoire finale. Quand vous prenez le cas du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est d'abord son parti, mais c'est aussi les leaders religieux, c'est beaucoup d'autres mouvements qui se sont mis ensemble et des partis politiques aussi qui aujourd'hui sont dans la convention de la majorité présidentielle, qui l'ont accompagné pour le mettre au pouvoir. Il y a l'autre critère aussi qui est l'architecture institutionnelle qui fait que lorsque vous êtes en Afrique du Sud, il est très facile que le président démissionne et que quelqu'un prenne sa place, mais dans le cas malien, c'est extrêmement compliqué parce que s'il part, la Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui vient pour une transition et cette transition-là également a une durée très courte. Actuellement, c'est 40 jours. Donc, il est presque impossible que nous puissions avoir ce scénario-là parce que ce serait plonger le pays dans une sorte d'instabilité institutionnelle de façon volontaire. D'accord. Alors, Maître Touré, êtes-vous du même avis que M. Sissoko? Oui, parfaitement. Je suis totalement en phase avec M. Sissoko. Ce qu'il a dit, c'est exact. La nature des régimes est de sorte que ce qui est possible dans un régime où le Parlement est relativement fort, elle ne l'est pas dans le cadre d'un régime semi-présidentiel comme le cas du Mali. Comme Étienne a dit tout à l'heure, c'est que le statut du parti ANC, ça quand même prévoit la possibilité pour cette formation politique de faire appel à ses membres qui sont délégués à des fonctions gouvernementales. Vous savez que ce n'est pas la première fois que ça a été fait. Pour Thabo Mbeki, c'était la même chose. Et la seule nouveauté, c'est que simplement Zuma, le président actuel qui a été rappelé, est un peu plus folklorique, si j'ai pu m'exprimer, que ses prédécesseurs. L'un comme dans l'autre, l'hypothèse n'est vraiment pas envisageable au Mali. On peut peut-être espérer sur cela, mais ce qui est certain, il faut retenir simplement que nous avons un système dans lequel on a un président qui est fort, et le Parlement est beaucoup moins fort, sauf à changer la nature du régime. Je ne vois pas comment on pourrait, en tout cas sur le plan des textes qui régissent la matière, appliquer la même chose au Mali. Mais quand vous dites que le Parlement n'est pas beaucoup fort, que voulez-vous dire par là? Ça veut dire que le Parlement, par exemple, comme c'est constitué en Afrique du Sud, où il y a une désignation qui est faite au niveau du Parlement pour les hauts responsables du pays, ce n'est pas le cas du Mali. On est dans un régime semi-présidentiel où le président est assez fort et le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Comme je vous l'ai dit, les partis politiques également sont très forts dans ces pays-là. Il y a un système de délégation vers les parlements qui également choisissent en leur sein.
Donc il y a toute une forme de représentation, de système de représentation qui fait que la volonté en tout cas de désigner prime plus que la volonté de quelqu'un qui est élu dans le cadre d'un régime semi-présidentiel. D'accord. Et M. Tounkara, qu'en pensez-vous? Alors je crois que mes deux prédécesseurs, voilà, c'est pas évident parfois, ont quand même mis en évidence des éléments qui me paraissent importants. Mais je crois qu'il y a des points qui me paraissent aussi importants à ajouter à cela. Le premier point ne réside pas forcément dans le régime ou dans le système. Le cas sud-africain, vous avez des démocraties qu'on pourrait qualifier de démocraties abouties, de démocraties en construction. Dans le contexte malien, nous avons une démocratie en construction, dans laquelle construction, les individus ont une prééminence sur les institutions. En termes clairs, au Mali, un homme ou une femme prime sur l'institutionnel. Pour preuve, si vous avez un certain nombre de statuts au Mali, en fonction de votre occupation, en fonction de votre statut social ou politique, vous pouvez ne pas obéir aux règles sociétales. Et donc c'est pour dire qu'effectivement, l'institutionnel n'a pas cette prééminence sur l'individu. Donc, or, dans le contexte sud-africain, l'individu est fondu dans l'institutionnel. Donc je crois que même si nous avions le même régime présidentiel dans le contexte malien, difficilement les acteurs qui animent l'offre politique malienne ne sont pas aussi clean qu'on les pense, parce que ce qui est reproché à Jacob Zuma, ce sont ces pratiques non orthodoxes. Quant à la gestion des biens publics, ce sont toutes ces pratiques corruptives dont ses proches font l'objet. Or, dans le contexte malien, des acteurs qui sont censés inquiéter la présidence, ce sont ces mêmes acteurs également qui sont comptables de ces faux bilans. Ce sont ces mêmes acteurs qui sont comptables également de ces pratiques non orthodoxes. Si vous regardez tous ces acteurs qui ont concouru à l'avènement de la démocratie au Mali, des années 70 à aujourd'hui, beaucoup se sont vus millionnaires, voire milliardaires, parce qu'effectivement, le système est défaillant. Donc, comment on peut inquiéter une présidence dans la mesure où nous-mêmes, nous n'accepterons pas de nous appliquer la rigueur, de nous appliquer justement la transparence? La redevabilité de l'élite politique réside dans la transparence et dans la capacité qu'ont les électeurs vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, avant qu'ils ne pensent justement à demander de comptes à l'élite. Or, dans le contexte malien, que ce soit les parlementaires, que ce soit les élus locaux, les citoyens lambda, les religieux également, très peu d'acteurs seraient à l'abri de la corruption. Donc je crois qu'on ne peut pas reprocher, dans le contexte malien, au président de la République d'acheter un avion présidentiel, étant donné que vous avez des éléments ou des acteurs de l'opposition qui sont à la limite des millionnaires. On sait ce qu'ils ont comme avoir légitime. Vous ne pouvez pas demander à un président, du moment où vous êtes vous-même religieux, vous véhiculez dans des voitures luxueuses, vous êtes dans des villas tout à fait somptueuses, et demander qu'il y ait de la redevabilité. Donc vous comprendrez aisément qu'au-delà de la nature du régime politique malien, les acteurs qui animent la chaîne politique sont sérieusement traversés par de corruption, sont sérieusement traversés par de népotisme là et valable tant chez les acteurs religieux que chez les acteurs de la société civile. Donc ce qui fait que dans le contexte malien, la comparaison avec le cas sud-africain n'est pas de la bienvenue. Allez-y, oui, M. Sissoko. Je vais quand même apporter quelques précisions à la suite de l'intervention de Dr Tounkara. Oui. Parce que lorsque vous posez la question si le même cas pourrait arriver au Mali, la question a deux facettes en réalité. Parce que est-ce que les mêmes causes qui ont prévalu pour arriver à la démission de Jacob Zuma de la présidence, est-ce que les mêmes faits existent au Mali? La réponse est bien entendu oui. Quand vous prenez les histoires de corruption, les scandales de corruption que nous avons connus depuis 4 ans maintenant, quand vous prenez les mesures également qui ont été prises par les pouvoirs publics pour justement améliorer le cadre des affaires, pour améliorer la gestion des fonds publics, et quand vous voyez l'impunité qui règne dans l'application de ces mesures-là, vous comprenez aisément que nous sommes dans les mêmes situations. La corruption est en grande pomme, malgré qu'en 2014, on a déclaré l'année de la lutte contre la corruption, la gabégie, le clientélisme. Tous ces faits aujourd'hui qui sont reprochés à Jacob Zuma sont aujourd'hui des faits qui pourraient être reprochés au président de la République
à la gouvernance actuelle. Maintenant, est-ce que toutes ces questions-là doivent nous amener à tirer les mêmes conclusions qu'en Afrique du Sud? C'est là où il y a véritablement problème, parce que le régime politique, parce que le régime institutionnel n'est pas la même chose. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le docteur lorsqu'il pense que parce que ceux qui doivent se lever pour réclamer cela sont eux-mêmes corrompus. Non, eux ne sont pas ceux de l'opposition, par exemple, les gens de la société civile aujourd'hui qui pourraient se lever pour dénoncer de telles pratiques, ne sont pas dans la gestion publique. C'est ceux qui sont dans la gestion publique, qui sont à la gouvernance publique, c'est à eux qu'on peut demander des comptes et faire en sorte que nous puissions nous en sortir. Maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'en termes de préalable, il faut que nous travaillions à avoir une société civile forte, parce que les partis politiques, vous le savez autant que moi, que leur fonctionnement, leur structuration, leur degré de conviction, leur maturité politique ne font pas aujourd'hui que l'on puisse compter sur eux pour sortir le pays de ce problème-là. Donc c'est la société civile, de mon point de vue, qui peut jouer ce rôle. Mais encore une fois de plus, il faudrait que cette société civile travaille davantage à se crédibiliser et à mettre en place des actions qui pourraient également aboutir à de tels résultats. La dernière chose que je voudrais signaler, c'est que nous ne pouvons pas demander la démission du président de la République, mais ce que nous pouvons faire, c'est de faire pression pour qu'il ne se représente pas. Et au-delà de cela, nous pouvons aller aux élections et le sanctionner dans les urnes pour les pratiques de corruption, les pratiques de clientélisme que nous avons dénoncées depuis 5 ans. D'accord. Alors, Monsieur Touré, on voudrait savoir, est-ce que les lois maliennes permettent cette option? Est-ce que c'est écrit dans les textes? Étienne a déjà répondu en partie à cette question. On ne peut pas le démettre de ses fonctions pour des faits de ce genre. Ce qui est certain simplement, c'est qu'est-ce que nos textes prévoient dans des situations comme ça. A priori, nos textes ne s'intéressent pas à ce genre de situation qui peuvent amener le président en cours de mandat à être démis. Rien n'est prévu dans ce sens-là. Notre régime ne nous le permet pas, les textes actuels ne nous le permettent pas. Maintenant, dans une ambiance démocratique de veille citoyenne ou de citoyenneté, la question peut être posée autrement, le combat peut être mené politiquement. Et sur le plan politique, je vous le dis, tout est possible. Maintenant, on peut mettre la pression, on peut dénoncer la situation, on peut également aller plus loin en essayant vraiment d'imaginer que peut-être il faudrait revenir à une interrogation sur le mode d'accession de responsables au pouvoir et de prévoir également des situations dans lesquelles s'il y a des écarts par rapport à la norme et à la morale et au bien public, comment faire maintenant pour pouvoir reprendre en charge ces situations. À ce jour, cela n'est pas du tout prévu. Le suffrage universel direct conférant une forte légitimité. Il va être difficile, en tout cas juridiquement, d'aller dans le sens de la démission du président de la République pour des faits de ce genre. L'Afrique du Sud a une particularité, c'est que c'est un État qui a eu une histoire assez sombre avec un passé que nous avons tous connu, mais depuis l'avènement de la démocratie, sa constitution est perçue comme étant l'une des plus démocratiques, en tout cas de l'Afrique, en ce qui concerne les droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, il y a également les droits économiques et sociaux, il y a également la préservation de ces droits qui passe par la préservation des biens et des deniers publics. Utiliser les deniers publics, en tout cas pour des fins étrangères à leur destination, est une situation éminemment grave et qui ne doit pas être gérée dans un flou total. C'est une thématique intéressante, comme nous sommes dans une ambiance de révision de constitution, une ambiance où le pays est pratiquement dans une phase de transition. Il serait bon maintenant de peut-être penser à ce genre de situation et de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut maintenir le système de suffrage universel direct, ou bien il faut aller vers un régime, en tout cas parlementaire? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, parce que si on regarde la démocratie elle-même en tant que telle, moi personnellement, un régime parlementaire me convient plus qu'un régime présidentiel ou un régime semi-présidentiel, parce que ça correspond plus à l'expression démocratique, ça correspond plus à l'état même d'évolution et de pression de la société qui de plus en plus est exigeante envers ses hauts responsables. D'accord. Alors, M. Tounkara, êtes-vous du même avis par rapport à cela? Non, je crois que fondamentalement pour le cas malien, à mon avis, le problème n'est pas
il n'est pas forcément lié au régime ou au système en tant que tel. Quel que soit le système que nous allons opter, qu'il soit présidentiel ou parlementaire, ce n'est pas le système en tant que tel justement qui expliquerait le pourquoi de la rigueur de l'élite politique ou le pourquoi justement de ces pratiques non orthodoxes. Je crois que ce sont plutôt quelles sont effectivement nos capacités à veiller à ce que les normes sociétales, les règles élaborées soient de façon scrupuleuse et respectées par l'ensemble des citoyens. Dr Sissoko a mis en évidence un élément extrêmement important. Qu'on soit dans un régime parlementaire ou présidentiel, le Mali, qui est du régime justement présidentiel, dans sa constitution, effectivement, un apprenti sautement a les mêmes droits, a les mêmes devoirs vis-à-vis des textes qu'un enseignant du supérieur, qu'un journaliste, qu'un homme politique. Mais en fait, le problème, il ne réside pas dans les textes, mais plutôt quel usage faisons-nous de ces textes. Je disais tantôt que c'est le statut, dans le contexte malien, qui prime sur l'institutionnel. Vous avez beau opter pour des textes, vous avez beau opérer des réformes, si ces textes, ces réformes ne sont pas appliquées de façon égalitaire et équitable, mais du moment où nous sommes dans des applications en géométrie variable, aucunement nous allons arriver à des résultats qui soient justement satisfaisants vis-à-vis des citoyens. Je crois que dans le contexte malien, les textes quand même prévoient que tant la société civile, mais si vous prenez le cas de la société civile malienne, vous allez constater que ce sont des anciens ministres, des acteurs qui animent la société civile malienne, sont majoritairement même membres des partis politiques. Donc vous comprendrez aisément combien ceux-ci sont forcément limités dans leur agir. Vous prenez également toutes les autres formes de société civile, même l'opposition. Ce sont toujours ces pratiques, effectivement, qui caractérisent leur fonctionnement. Donc en aucun cas, moi je ne vois pas dans le contexte malien une institution ou un acteur qui soit légitime afin de demander à l'élite de rendre compte. Parce qu'il n'y a pas de poche qui soit épargnée de ces pratiques. Donc je ne sais pas comment, en vertu de quoi, peut-on demander à un président de nous rendre compte quant à sa résidence privée. D'autant plus que nous-mêmes, nous ne sommes pas orthodoxes dans ce que nous faisons. Je crois que c'est ce qui bloque sérieusement dans le contexte malien. Sinon, les faits qui sont reprochés aujourd'hui à Jacob Zuma, ce sont exactement les mêmes faits qui sont aussi reprochés au président Ibeka, tant au niveau de sa résidence privée, effectivement, que beaucoup de Maliens méconnaissent combien le trésor malien, effectivement, investit pour sa résidence mensuellement ou par an. En tout cas, beaucoup l'ignorent. Je crois que là, c'est quand même le biaba, c'est vraiment le début de la redevabilité. On ne peut pas gouverner des populations et que ces populations sont mises à la touche. La moindre des choses, c'est qu'il y ait une clarité, qu'il y ait une visibilité quant au fonctionnement des institutions de la République, notamment en commençant par l'exemplarité de l'élite. Vous ne pouvez pas gouverner des gens et que ceux-ci ne connaissent pas comment vous fonctionnez et que ceux-ci sont mis à la touche, même s'ils parlent, ils ne sont pas entendus. Donc je crois qu'il est extrêmement important dans le contexte malien de ne pas résumer nos difficultés au texte, mais plutôt leur non-application qui expliquerait le pourquoi de ces retards, le pourquoi justement de cette recrudescence des pratiques non orthodoxes, de tous ces détournements des deniers publics qui ne sont pas du tout punis. On n'a jamais entendu qu'un acteur est inquiété parce qu'effectivement, il a dit piger dans les trésors. Voilà, voyez donc finalement, je ne sais pas en quoi les citoyens maliens lambda pourraient se jouir de son élite politique, d'autant plus que celle-ci ne lui permet même pas d'avoir une lisibilité de son fonctionnement. Oui. Monsieur Sissoko, vous voulez réagir par... Oui, allez-y. Il faut que l'on se comprenne. Okay. Ce n'est pas forcément l'élite qui demande des comptes à ceux qui sont en train de gouverner. Ce n'est pas exclusivement les partis politiques de l'opposition ou de la majorité qui sont habilités à demander des comptes. Le principe de rendre compte au peuple de sa gestion, que ce soit au niveau d'une collectivité, au niveau même du sommet de l'État, est un principe de la démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, autant un citoyen, comme vous l'avez appelé, le chauffeur de Sotrama, peut demander des comptes aux autorités publiques, autant un cadre d'une institution bancaire ou un journaliste peut demander et exiger les mêmes comptes. Mais selon vous, est-ce que le citoyen malien a les moyens de revendiquer la démission du Je vous renvoie simplement à la révision constitutionnelle que nous avons suivie il y a quelques mois. Les gens ont exigé la démission du président de la République. En vertu de quelle loi? Aucune loi.
En vertu de quoi? C'est justement cette dynamique populaire-là qui peut amener justement un président de la République à démissionner dans le contexte malien. Mais encore une fois de plus, ce que moi je dis, c'est que pourquoi je parle toujours du régime politique, du régime institutionnel, parce qu'en ouvrant voie à ce chapitre-là, il y a un vide institutionnel, comme Maître Touré l'a dit, qui ne nous permet pas de nous appuyer sur des textes législatifs ou réglementaires permettant en ce moment de faire une gestion politique de la chose publique. C'est ça le danger aujourd'hui d'appliquer le scénario sud-africain au cas malien. C'est pourquoi on parle encore une fois de plus de régime. Et moi, je suis réfractaire à cet argument qui dit que parce que nous-mêmes nous sommes corrompus, parce que ce qui est d'ailleurs relativement discutable, c'est parce qu'une partie est corrompue, parce qu'une partie ne joue pas pleinement son rôle, parce que l'élite politique est corrompue, que nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas demander des comptes à ceux-là qui sont chargés de gérer le denier public. Donc il faut, de mon point de vue, clarifier un certain nombre de choses à ce niveau-là. D'accord. Alors, Maître Touré, M. Tunkara estime qu'il ne faut pas résumer nos problèmes au contexte. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, moi je pense que c'est un point de vue, il est valable à cela et je suis parfaitement d'accord. Quand on pose le problème de la morale en politique, il y a des outils techniques et des solutions techniques qui doivent intervenir s'il y a manquement. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, les solutions d'ordre technique ne sont pas présentes. De l'autre côté, par contre, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté et la moralité des protagonistes qui est en cause. Donc, une enquête judiciaire à elle seule, avec une condamnation, ne peut pas résoudre tout le problème dans ce cadre-là. Mais seulement ce qu'il faut retenir, simplement, c'est les conditions éthiques de la vie démocratique. Et cette condition éthique de la démocratie nous oblige à aller au-delà des simples considérations techniques. C'est là où je rejoins encore M. Sissoko. Maintenant, nous savons que les politiques vont rechercher ce qu'on appelle la légitimité à travers les urnes. Et dans le cadre de la recherche de la légitimité, l'éthique peut contester cette quête maintenant de légitimité. D'où maintenant l'idée intéressante simplement de mettre en avant ce qu'on peut appeler les sanctions morales qui peuvent être suivies également d'effets politiques. Nous sommes dans une société où même culturellement la sanction morale prend le dessus pratiquement sur la sanction par voie judiciaire. Mais dans le cadre de la politique, nous pensons que des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations où elles s'affranchissent de l'éthique maintenant, peuvent maintenant être sanctionnées sur le plan politique. Et ça, généralement, ça se fait à un certain niveau. Des contestations peuvent être faites maintenant pour ceux qui peuvent sauter, notamment dans l'appareil gouvernemental, il se peut qu'il y en a qui sautent. Mais ceux qui ne peuvent pas sauter avec une légitimité aussi ancrée que le président de la République à travers le suffrage universel direct, maintenant, l'effet politique maintenant de ces sanctions morales maintenant peut être envisagé dans le cadre des échéances où il serait amené à aller chercher la légitimité à travers la voie des urnes. Donc c'est pour dire simplement que la question de l'éthique et de la morale en politique est une chose formidablement intéressante qui peut avoir une sanction de type politique peut-être même plus efficace que la sanction par voie judiciaire. À la différence de l'Afrique du Sud, simplement, c'est que le parti politique dont le délégué a été mis en cause va avoir son image décorchée. Alors que chez nous, pratiquement, les sanctions morales portent très souvent sur les personnes individuelles. Donc il y a cette question également d'organisation même des partis politiques, de leur système de fonctionnement, qui peut faire que lorsqu'on a un de nos délégués qui représente le parti politique à un niveau de responsabilité, lorsqu'il se met à commettre des actes qui sont contraires à l'éthique et à la morale, nous devons, par instinct de préservation de toute l'image du parti, maintenant sanctionner cette dernière. Mais dans notre système, l'organisation est faite de sorte qu'on a pratiquement l'effet inverse où il y a un soutien contre vent de marée, contre souvent la réalité. Donc tout ça, c'est des questions de culture politique, c'est des questions également de prédisposition, des questions d'approche qui s'expliquent malheureusement aussi par les organisations, par l'institutionnalisation même de nos structures. Contrairement à ce que M. Sissoko disait tout à l'heure, le système peut avoir un facteur déterminant sur la moralité. Quand un système est assez lâche comme le nôtre, il se peut que les gens également aillent dans des considérations non éthiques. Mais quand le système est aussi verrouillé et aussi bien fait, par exemple que l'Afrique du Sud, où la responsabilité n'est même plus individuelle en termes d'image, en termes de moralité, nous sommes dans une situation où nous devons sauver l'image de la famille,
plutôt que d'essayer de nous battre pour sauver l'image d'un seul individu. Donc cette ambivalence de la question de l'éthique dans la démocratie est une question fondamentale. Parce que quelle que soit la rigueur du système, quelle que soit l'efficacité des outils, quand on n'a pas résolu le problème de l'éthique, qui est d'ailleurs différent de la déontologie, on n'avancera pas à grand-chose. L'éthique, c'est la dimension personnelle. Ça, c'est fondamentalement intéressant et très, très important. Donc, il faudrait qu'on insère vraiment ce mode de pensée, peut-être même ouvrir des voies de réflexion au sein de nos partis politiques pour pouvoir arriver à ce qu'on essaie de sauver le parti plutôt que de sauver le mis en cause. Malheureusement, je pense que c'est des situations qu'on vit même au niveau de l'appareil gouvernemental. On tombe souvent dans la situation où on essaie de sauver au nom d'une solidarité gouvernementale alors que les faits sont de sorte qu'on doit peut-être prendre la disposition. La République des soupçons, on en a parlé sous d'autres cieux, mais chez nous, vous savez qu'il y a une actualité brûlante, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement. Il y a une question d'éthique, il y a une question de moralité au fond de tout ça. Maintenant, quelle doit être et quelle va être l'approche gouvernementale? Moi, je pense que des actes ont commencé à être posés et on aura l'occasion de discuter du dernier événement dont je me garde de citer, en tout cas, les tenants et les aboutissants à travers cette émission. Mais ça, c'est des cas pratiques assez intéressants qui peuvent nous permettre peut-être de nous dire, tenez, bon, il est vrai que nous sommes dans un appareil, mais il y a des questions d'éthique qui dépassent le simple statut et qui peuvent avoir un impact non seulement sur l'appareil, mais également sur l'image de toute la classe politique. D'accord. Donc, ce sont ces genres d'équations qu'on doit peut-être arriver à résoudre. Ok. Alors, Monsieur Tunkara, que pensez-vous de ce système de fonctionnement politique que Monsieur Touré vient de nous parler? Oui, Maître évoque un aspect important qui est le fonctionnement même du système. En fait, je crois que quelle que soit l'ingéniosité d'un appareil judiciaire ou même de l'appareil d'État, si l'institutionnel n'arrive pas à gommer l'individuel, je crois que tous les efforts seront vains. J'en veux pour preuve. Dans le contexte malien, franchement, je ne peux pas comprendre comment peut-on justement céder à des individualités, justement, au détriment de l'institutionnel. Par des statuts des individus, effectivement, ils se permettent de tout. Or, pour le cas sud-africain, l'individu est fondu dans l'institutionnel. Pour le Mali, effectivement, c'est l'individu qui prime. Pour un exemple simple, vous êtes un officier de la police ou de la gendarmerie ou un auxiliaire de la justice, effectivement, vous pouvez ne pas même procéder par le paiement des frais relatifs, effectivement, à la douane pour votre engin, moto ou véhicule. Par le simple fait que vous avez un statut qui vous permet de monnayer, effectivement, cela face aux agents qui sont censés réprimer. Donc, vous comprendrez aisément que si, quelle que soit l'ingéniosité de nos systèmes ou de nos régimes, si les mécanismes de régulation, les mécanismes de répression ne sont pas efficaces aucunement, une politique de transparence, une politique de redevabilité ne peut être une réalité. Or, dans le contexte malien, franchement, je vois que cet appareil de répression, il est quasi défaillant. Parce qu'effectivement, l'individu s'échappe à tout contrôle sociétal, l'individu s'échappe à tout contrôle régalien par le simple fait qu'il a un statut, par le simple fait qu'il est d'un tel parti ou il est d'une telle institution. Donc vous comprendrez aisément qu'au sommet de l'État également, nous observons la même paralysie. Les individus se définissent en tant qu'individus et non en tant qu'institution. Ce qui fait qu'effectivement, dans le contexte malien, je me demande quand et comment peut-on justement arriver à un système qui soit aussi fort que l'individu? Comment peut-on arriver à un système où qu'on soit conducteur de taxi, qu'on soit professeur, qu'on soit médecin, qu'on soit magistrat, effectivement, nous devons recevoir le même traitement vis-à-vis des institutions. Or, dans le contexte malien, nous sommes très loin d'une telle équation. Si cette équation n'est pas établie, le président de la République il va continuer à lapider les biens publics, effectivement, en toute quiétude. De la même manière également, tous ses collaborateurs n'ont pas à s'inquiéter parce qu'ils savent pertinemment qu'au bout du tunnel, les mécanismes de répression sont défaillants. Ils savent qu'au bout du compte, effectivement, les mécanismes de régulation sont quasi absents. Donc, comment peut-on effectivement arriver à un cas sud-africain où Jacob Zuma, effectivement, dépend du système et non de l'inverse. Or, ici, c'est le système qui dépend de l'individu. Donc, vous comprendrez aisément qu'il y a lié d'une refonte même du nouveau Mali, lequel nouveau Mali aura pour nom
l'individu fondu dans le collectif, lequel nouveau Mali aura pour nom, le religieux fondu dans l'institutionnel, lequel Mali aura pour nom, effectivement, la gouvernance fondue justement dans l'institutionnel. Or, nous sommes dans un Mali aujourd'hui où l'individuel prime sur l'institutionnel, le communautaire prime sur l'institutionnel, le religieux prime sur l'institutionnel, même peut-être le journalisme aussi prime sur l'institutionnel. Donc finalement, j'ai vu il y a des journalistes comme d'autres corps aussi, par le seul fait qu'ils sont d'un tel corps ou d'une telle corporation, et ils arrivent à circuler aisément sans s'inquiéter. Ils peuvent même brûler les faits. Donc vous comprendrez aisément que les mécanismes de répression sont quasi défaillants. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une itinéraire refonte à ce niveau. D'accord. Alors M. Sissoko, que pensez-vous de cette analyse de M. Tunkara? Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a la nécessité de revoir justement un certain nombre d'aspects de notre démocratie. Parce que le problème commence d'abord au niveau du choix de ceux qui gouvernent. Je vous parlais tantôt de l'exemple du président de la République actuelle, qui a été choisi non pas parce qu'il est d'une formation politique, mais parce que c'est lui. Donc toutes les qualités que l'on met en avant pour justifier son choix sont liées à sa propre personne, non pas à son parti politique, non pas... Quand vous dites qu'il a été choisi parce que c'est lui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on a mis en avant ses qualités personnelles. Un homme franc, un homme travailleur, un homme qui tient ses paroles, un homme de poigne, etc., etc. Enfin, l'expérience, les 5 années nous ont montré le résultat auquel nous sommes en train d'assister. Mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, même dans les prochaines élections, c'est au même scénario qu'on va assister où, au lieu de mettre l'accent sur les programmes politiques des uns et des autres, au lieu de mettre l'accent sur le travail accompli par les formations politiques, par le programme que ces formations politiques-là proposent aux Maliens, on mettra l'accent encore sur les qualités individuelles de tel ou tel candidat. Et donc, de ce point de vue-là, vous remarquerez avec moi que lorsqu'il va être question d'évaluer cette personne-là, ce n'est pas sa formation politique qu'on évalue, ce n'est pas le bilan de lui et de ses collaborateurs qu'on évalue, mais c'est lui qu'on pointe du doigt, comme c'est le cas actuellement où tous les regards sont fixés vers le président de la République qui a été incapable de satisfaire les besoins élémentaires des populations. Pourtant, il évolue avec une équipe, il évolue avec un gouvernement, mais aujourd'hui, on parle très peu de ces personnes-là, on parle du président de la République. Donc, cette personnification aujourd'hui de notre démocratie fait que nous pouvons difficilement arriver à nous en sortir. Maintenant, l'une des réformes de mon point de vue qui peut nous sauver, c'est celle dont Maître parlait tout à l'heure, qui est de changer notre mode d'élection du président de la République, en passant de ce régime présidentiel à un régime parlementaire. Et on mettra en place les députés qui pourront en ce moment, en leur sein, définir celui ou désigner celui ou celle qui doit être le président ou la présidente de la République. Cela aura l'avantage d'avoir une plus grande légitimité, mais surtout permettra, de mon point de vue aussi, à la formation politique d'avoir plus de droit de regard sur le choix de tel ou tel président de la République. Et en ce moment, si le cas sud-africain se présentait, tout de suite, les mêmes types d'élections pourront se faire pour désigner celui ou celle qui doit conduire les rênes du pays. D'accord. Alors, M. Touré, quelle est votre observation par rapport aux propos de M. Sissoko quand il nous parle de personnification de la démocratie? Oui, je ne vais pas répéter encore une fois que je suis d'accord avec Etienne, tellement ce qu'il dit est en phase avec ce que je pense. Je pense qu'on a eu à discuter, lui et moi, de ces questions. C'est ce qui explique peut-être le fait qu'on soit du même point de vue sur la plupart des questions. Le mode d'accession au pouvoir, vous savez, on a un régime où c'est le suffrage universel direct, on le fait à 2 tours. Vous savez, lorsqu'on interroge ce mode d'accession au pouvoir, on se rend compte que le second tour en lui-même, en tout cas, dispose de suffisamment d'éléments qui prédisposent à ce genre d'écart, à ce genre également d'entre-soi où les uns et les autres maintenant se couvrent. Pourquoi je dis cela?
Quand on fait un premier tour dans le cadre de notre système électoral, le second tour donne lieu à des rassemblements de groupements souvent hétéroclites qui n'ont absolument rien en commun, à part simplement vouloir être au pouvoir et se partager en tout cas les postes. Au Bénin, par exemple, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'ils sont dans un système de suffrage universel à un tour. Donc le second tour permet déjà d'organiser cette connivence qui va avoir un impact sur le mode de fonctionnement même des responsables, en tout cas à un certain niveau, où ça donne lieu à ce qu'on appelle simplement le partage du pouvoir pour des raisons qui ne sont peut-être pas les bonnes. Des partis qui sont idéologiquement opposés sur tout peuvent se retrouver maintenant dans une coalition de second tour juste maintenant pour pouvoir avoir les retombées de cette coalition en cas d'accession au pouvoir. Donc c'est un facteur qui me paraît éminemment important, et vous avez également remarqué que lors du projet de la révision contre la Constitution qui a été avorté ces derniers temps au Mali, on parlait du pouvoir d'un président hyper-présidentialisation, du président très fort. Peut-être beaucoup n'avaient pas compris à l'époque, mais c'est pour éviter simplement qu'on tombe dans des schémas où on ne pourra pas mettre en accusation ou empêcher même le président, ne serait-ce que de manière préventive, de s'adonner à certaines choses. Au jour d'aujourd'hui, tout est possible, les boulevards sont éminemment ouverts, donc il ne faut pas qu'on s'étonne de voir qu'il y a des situations un peu débordantes qui se présentent par devant nous. Donc interroger ces facteurs me paraît être quand même une approche qui nous permettra d'avoir des éléments de réponse en termes de prévision pour ne pas tomber dans ce que Étienne a décrit tout à l'heure. Nous savons très bien que ces derniers temps au Mali, il y a énormément de difficultés dans la gestion du pouvoir, parce qu'il y a également une classe sociale qui s'est fortement organisée. La société civile, elle veille. Les syndicats, les personnalités à titre individuel ou à travers les associations ont commencé maintenant à s'organiser. Moi, je pense que c'est un phénomène très très important. Et la question du programme des partis politiques et celle également de la personnalité des hommes qui prétendent au pouvoir est une question éminemment importante. Moi, je pense que se présenter à une élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'abord entre un homme et son peuple. C'est vrai que naturellement, nous sommes prédisposés à aller vers l'homme plutôt qu'à aller vers les programmes. Parce qu'on se dit souvent que les programmes sont tous les mêmes, ce qui est d'ailleurs une erreur. Parce qu'il faudrait lire les programmes et les comprendre. Ce qui fait la différence, ce ne sont pas simplement la posture des hommes, mais également les programmes. Et moi, je pense que les programmes, c'est même insuffisant parce qu'il faudrait aller plus loin, il faut une vision. Parce qu'un programme, c'est le déroulement simplement de quelques activités mesurables à travers des indications. Mais c'est la vision qui est la plus importante. Et cette vision, elle est portée par un homme. Et il est très difficile de séparer cette vision, en tout cas, de l'homme. Si vous avez remarqué un peu les élections présidentielles en France, pendant un bon moment, on a reproché à Macron de ne pas avoir de programme, de ne pas avoir de programme clair. Parce que cette déclinaison, en tout cas technique et pratique des mesures, lui a semblé être un facteur trop limité, et il a placé le curseur maintenant sur ce qu'on appelle la vision, ce qui amène une forme également de personnalisation de la chose. Et nous sommes tous d'accord que, par exemple, un Macron ou un Obama, ce n'est pas simplement les programmes qui les ont fait élire. Il y a également la personnalité. Et cette personnalité également, elle est assise sur des valeurs, et ces valeurs maintenant sont adossées à l'éthique. S'il n'y a pas cette éthique personnelle, s'il n'y a pas cette valeur derrière, donc je pense que c'est une équation à plusieurs inconnus. Okay. Vous savez, donc bien malin qui pourra nous dire vraiment voilà le critère à partir duquel il faut y aller. D'accord. Merci, M. Touré. Alors, M. Tounkara, est-ce qu'il existe une vraie opinion publique au Mali capable d'influencer la population ? Bon, ce n'est pas un problème de capacité, bon, nous on emploie l'expression, mais c'est plutôt un problème du tuage. En fait, si vous prenez aujourd'hui les citoyens maliens, l'élite l'a carrément désarmé de l'intelligentsia. Prenez le système éducatif dans son ensemble, du primaire au supérieur, vous allez vous rendre compte que nous ne formons pas des citoyens autonomes. Partout, la démocratie a pu s'installer. Les institutions démocratiques se sont substituées au rôle initial qui était accompli par la famille dans l'intériorisation des normes. En termes clairs,
partout au monde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la famille a échoué dans la transmission des valeurs, dans la transmission de l'éthique dont Maître fait allusion, mais c'est plutôt à l'État, justement, dans un État sérieux, de se substituer à la famille. Donc, vous ne pouvez pas justement parler de programmes lors des échanges électoraux. On ne peut pas parler justement de l'éthique ou du contenu, de la faisabilité des différents programmes soumis ça et là, d'autant plus que nous sommes en face des acteurs qui ne sont pas bien armés. On est en face des acteurs où l'État n'est pas parvenu à les aider, à s'armer suffisamment, à les aider justement, à exiger de la redevabilité, à les aider justement à demander des comptes à son élite. Donc finalement, vous comprendrez aisément que le peuple malien aujourd'hui, il est désarmé. Le peuple malien aujourd'hui a du mal à se retrouver dans l'exemplarité de son élite. Le peuple malien aujourd'hui est déboussolé. Le peuple malien aujourd'hui ne sait même plus sur quel horizon, effectivement, enfin, il est dans quelle dynamique, quels sont les horizons empruntés ça et là, lui permettant justement d'asseoir une démocratie aboutie afin de sortir de ces différentes formes de cacophonie, afin de sortir effectivement de ces contradictions aussi tellement attentatoires justement à la dignité humaine, parce que si vous regardez aujourd'hui l'écrasante majorité des Maliens cherchent à manger, ne cherchent seulement qu'à être scolarisés. Mais dans le même temps, vous avez une poignée d'individus effectivement qui ne rend pas de compte. Cette poignée d'individus est en train de lapider tous ces biens publics par le simple fait que le peuple, on l'a désarmé, le peuple, on l'a carrément éloigné de toutes ces possibilités de demander de compte justement à ses élites. D'accord. Monsieur Sissoko, oui. Vous savez, si le Mali a une chance aujourd'hui, c'est d'avoir des maisons de production comme Studio Tamani qui ont permis, de mon point de vue, de créer ces cadres de débat qui n'existaient pas depuis longtemps. Et ces cadres de débat qui sont en train de se multiplier un peu partout à travers le pays, ce sont ces cadres-là qui pourront permettre à l'opinion de s'informer et de se former surtout. Parce que toutes les questions que nous sommes en train d'aborder sont loin des préoccupations du citoyen lambda, qui, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, ne cherche en réalité qu'à survivre. Et c'est pourquoi moi je dis souvent qu'on a l'impression dans notre pays comme si on mettait de façon consciente, de façon délibérée, une catégorie de personnes dans cette précarité-là pour qu'ils ne puissent pas s'occuper des choses essentielles du centre de décision qui pourrait influer sur leur vie. Aujourd'hui, travailler à crédibiliser l'opinion publique, à informer l'opinion publique et à la rendre beaucoup plus apte à répondre aux défis du moment, c'est, de mon point de vue, accentuer la communication. C'est pourquoi les journalistes que vous êtes, vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans ce schéma-là. Les enseignants que nous sommes, nous avons un rôle extrêmement important à jouer dedans. Moi, j'ai énormément de problèmes chaque fois avec certains de mes collègues qui me reprochent d'évoquer des questions politiques pendant des cours techniques. Et j'estime personnellement, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ce n'est pas le lieu, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler, mais j'estime que j'ai aussi un devoir de faire comprendre à mes jeunes frères que leur avenir aussi sont en train de se jouer à un certain niveau sur des questions auxquelles ils doivent, de mon point de vue, s'intéresser. Donc aujourd'hui, la véritable question, c'est comment aujourd'hui améliorer notre système de gouvernance. Cela passe par l'éducation, cela passe par l'information. Si nous arrivons à bien former nos cadres, à bien former nos jeunes frères, nos enfants, il est clair que les médias feront le reste. D'accord. Alors, M. Touré, qu'avez-vous à ajouter aux propos de M. Sissoko concernant l'amélioration du système de gouvernance? Moi, je pense que déjà, c'est l'opinion publique, vous l'avez dit, effectivement, il existe une opinion publique au Mali. Et cette opinion publique, en réalité, elle est façonnée par, en tout cas, par la presse. Hein? Elle est façonnée par la presse qui lui donne également la parole. Et en ce qui concerne maintenant la question de la gouvernance, je pense que M. Etienne l'a dit, il faut une véritable révolution culturelle. Tant qu'on n'a pas cette révolution culturelle et des mentalités, on ne pourra arriver à quoi que ce soit d'efficace en termes de gouvernance.
D'accord. Merci, M. Touré. Et vous, M. Tunkara, avant de boucler ce débat? Je crois que très rapidement, il faut aussi quand même qu'on mette un accent particulier sur l'exemplarité de l'élite ou des dirigeants. Vous ne pouvez pas demander aux autres de consentir des efforts, étant donné que vous-même, vous ne voulez pas le consentir. Je crois que l'exemplarité est la meilleure leçon à donner à un peuple désespéré. L'exemplarité est la meilleure leçon à donner à une justice qui rend la justice à géométrie variable. L'exemplarité est la meilleure forme à donner à une élite politique, effectivement, qui se soucie très peu, effectivement, de son électorat. L'exemplarité serait, à mon entendement, le meilleur remède à tous ces maux dont les peuples maliens souffrent aujourd'hui, qui sont l'insécurité, qui sont l'injustice, qui sont justement l'instabilité même du système politique, qui sont effectivement ces coups d'État perpétuels. Donc il faut qu'il y ait effectivement cette exemplarité de l'élite politique afin que les citoyens lambda puissent l'incorporer. Merci M. Tunkara, et cela met fin à ce débat sur la gouvernance. Un grand merci à nos invités, Étienne Fakaba Sissoko, chercheur au CRAPES, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, juriste, Dr Ali Tunkara, sociologue. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Conté. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation de Moumin Sendebou et une coordination de Mohamed Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.